Cher Dieu du ciel, Seigneur, nous te remercions de nous avoir fait traverser cette semaine sans encombre. Merci pour cette opportunité, ce privilège de nous rassembler, de considérer le monde qui nous entoure, ce que nous vivons, comme c'est important. Seigneur, nous te demandons de bénir l'ancienne Thèse alors qu'elle nous guide à travers ces événements importants. Nous demandons un collier pour que nous soyons capables de voir le monde comme tu le vois, que nous puissions haïr ce que tu es et aimer ce que tu aimes. Seigneur, nous voulons en savoir plus sur ton royaume. Nous voulons savoir à quoi il ressemble. Nous voulons savoir comment nous devons être pour pouvoir en faire partie. Et nous voulons que les gens, quand ils nous voient, veuillent aussi en faire partie. Et c'est notre désir, Seigneur. Nous prions pour que plus nous apprenions, plus nous te comprenions et plus nous soyons comme toi. Merci et c'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Une des parties difficiles de la discussion sur l'athéisme moderne est de savoir quand arrêter de partager des citations parce qu'il y a tellement d'informations sur la misogynie, le racisme, la vue. Et nous avons passé beaucoup de temps, les 4 premières parties, mais la semaine dernière, nous avons commencé à montrer des points de vue des dirigeants qui se cachent derrière ces hommes qui sont à un niveau inférieur où beaucoup d'abus sexuels ont eu lieu, la justification de ces abus jusqu'à Max. C'est là où nous avons commencé avec cet article de Vox. À moins que nous ne prenions une nouvelle tangente ou une nouvelle exploration, nous n'avons plus grand-chose à dire sur l'athéisme. Pour ce qui est de prouver qu'il y a un problème de sexisme dans l'athéisme aujourd'hui. Brendan va nous faire un résumé dans ses propres mots des choses que j'ai couvertes au cours des 2 dernières semaines. Je vais laisser la parole à Brendan pour qu'il nous rappelle certains points qui l'ont marqué. Et des leçons ou des points d'intérêt. Merci, ancienne Thèse. J'ai juste écrit quelques brèves notes qui m'ont marqué. J'ai trouvé intéressant de voir comment nous en sommes arrivés là, avec la discussion entre l'aile gauche et l'aile droite. La gauche étant l'égalité qui gouverne la liberté, la droite étant la liberté qui gouverne l'égalité. Et à partir de là, nous avons réalisé qu'à droite, il y avait tout un spectre de personnes sur lesquelles nous nous étions pas pensés auparavant, ce qui nous a conduit au libertarisme. Et à partir de là, nous avons regardé l'article Vox qui parlait sur Max, que l'ancienne Thèse vient de mentionner, ce qui nous a mené à ces 3 principes idéologiques de la Trinité, c'est-à-dire le libertarianisme, l'athéisme et l'activisme pour les droits de l'homme. Par la suite, nous avons regardé aux origines du monde athée moderne, ce qui nous a amené aux 4 cavaliers également. Et c'est là que nous avons passé les 2 dernières semaines à voir comment ils pensent et les arguments qu'ils utilisent. Ils disent qu'ils utilisent la logique, ils utilisent des preuves pour justifier leur misogynie ou leur racisme dans certains domaines. Ils ont une pensée rationnelle pour soutenir leur misogynie. Je pense que c'est un résumé de ce qu'ils font. Un point intéressant pour moi qui ressort de l'un des articles est que la misogynie ou le suprémacisme masculin proviennent
moins des domaines dominionnistes ou religieux, mais davantage d'un point de vue athée, laïque, d'auteurs athées. J'ai trouvé cet élément vraiment intéressant. Je trouve juste intéressant que ces jeunes hommes athées voient cette menace. Et c'est pareil à travers l'histoire quand ils voient une menace. Et les menaces, c'était le féminisme et c'est pourquoi ils sont des activistes des droits de l'homme. Ils voient l'Église comme une menace et c'est pourquoi ils sont athées, et ils voient l'État comme une menace et c'est pourquoi ils sont libertaires. Et quand ils sont menacés par ces choses, ils sont les victimes. Même s'ils perpétuent la discrimination, en particulier envers les femmes, mais ils sont les auteurs, mais dans leur esprit, ce sont eux les victimes. Et l'autre point intéressant, c'est que lorsque nous regardons Quatre Cavaliers et comment ils avaient une culture, une idéologie de type féministe culturel, basée sur un point de vue de l'évolution, ils voyaient les hommes et les femmes avoir des faiblesses et des forces intrinsèques, ce qui ressemble au féminisme culturel, où les femmes et les hommes ont certaines capacités pour certains rôles, et ils utilisent ces arguments, ces excuses, ces traitements horribles, pour excuser leur traitement horrible. Donc, par exemple, si une femme était ivre, bien sûr, il est naturel qu'un homme en profite parce qu'il ne peut pas s'en empêcher. Donc, il y a cette... c'est pas étrange pour eux, mais il y a cette idéologie qui passe et qui leur permet d'être misogyne. C'est vraiment horrible. Alors, quelles sont les autres choses dont je me souviens? C'est particulièrement pertinent maintenant avec ce qu'Elon Musk est sur le point de faire avec Twitter, qu'il y a cette lutte contre le politiquement correct ou la culture de l'annulation, ou la gauche qui ne permet pas cette pensée rationnelle et cette liberté de penser pour discuter de ce qu'ils appellent des sujets sensibles ou difficiles dont nous savons qu'ils ne sont pas exacts, mais ils veulent se battre pour le droit de tout le monde à pouvoir apporter certaines de ces croyances extrêmement racistes et misogynes. Et sans entrer dans les détails, c'est toujours ce combat pour la liberté qui doit supplanter l'égalité. C'est ce dont je me souviens. Je sais qu'il y a beaucoup plus. Merci Brandon. Je pense que tu as souligné ce qui pour moi étaient les points les plus importants de ce que nous avons discuté et certaines des grandes preuves que nous avons essayé de démontrer. Beaucoup de citations ont été lues, mais pour moi la plus puissante était peut-être celle que tu as mentionnée, où l'intervieweur parle à un chercheur, Sarah Henry, parlant à Alex DiBranco, et l'intervieweur essaye de
dire ce que nous, en tant que mouvement, recherchons depuis quelques années en reconnaissant le sexisme au sein de la communauté religieuse dominioniste. Et le chercheur répond et dit oui, il est là, mais il y a plus d'idéologie des droits de l'homme poussée par la communauté laïque néo-athée que par la communauté dominioniste. Et cette reconnaissance de la part de leurs propres membres est importante à reconnaître. Il ne s'agit que d'une seule citation, mais il existe d'autres citations de femmes au sein de cette communauté. Une femme, celle à qui des avances avaient été faites dans l'ascenseur, et envers qui Richard Dawkins a été assez violent. Elle a pris la parole et nous n'avons pas lu tout ce qu'elle a dit, mais elle avait beaucoup de choses à dire. Parce que lorsqu'elle avait trouvé la communauté néo-athée, elle avait trouvé son peuple, qu'elle avait trouvé son endroit sûr d'où elle pouvait attaquer la religion, mais ce qu'elle a trouvé, mais elle a dit avoir constaté que sa communauté athée est, selon ses propres termes, la pire. Certains d'entre eux, ceux qui ont les yeux ouverts pour voir ce problème avec le mouvement des droits de l'homme, avec la misogynie, avec ces concepts de l'égalité et de la liberté, ils le reconnaissent dans leur propre mouvement et ils reconnaissent que c'est encore pire dans leur propre mouvement. Et c'est exactement ce point que nous essayons de faire comprendre. Le protestantisme n'est pas la cause du problème dans le monde aujourd'hui. Le problème est la nature de la loi du dimanche, le genre, la discrimination, l'inégalité. Le protestantisme n'est pas la cause et ce n'est pas le tout. Et nous l'avons dit, je pense, ce point. Mais nous pourrions passer, je pense, semaine après semaine à le travailler. Même aujourd'hui, nous pourrions lutter contre l'envie de continuer à lire des citations, à continuer à donner des preuves après preuves de ce problème qui est en dehors de la religion. J'ai pensé partager quelques exemples supplémentaires de la façon dont cela se passe dans la communauté athée. Il y avait une conférence athée appelée Midcom, organisée par l'organisation Mythicism Milwaukee. Ils ont invité une personnalité de YouTube, Carl Benjamin, à être leur invité vedette. Benjamin écrit et parle en ligne sous le nom de Sargon Daka, une référence à un roi sumérien bâtisseur d'empire. Et il est connu pour ses opinions racistes, misogynes et de justice antisociale. En mai 2016, il a tweeté « Je ne te violerai même pas » à l'encontre d'une députée britannique qui a aidé à mener une campagne contre le harcèlement sur Internet. Une députée britannique mène une campagne contre le harcèlement sur Internet. Elle essaie de mettre fin au harcèlement sur Internet, en partie contre les femmes, et il tweet et il dit « Je ne te violerai même pas ». Lors de cette conférence à Milwaukee, une conférence athée, il défend donc cette remarque et ses fans dans le public éclatent en cris et en acclamations. Ils sont si fiers de lui. En 2017, la Fondation athée d'Australie a annoncé que l'auteure féministe Clémentine Ford serait à la tête d'affiche de leur prochaine convention mondiale athée. Leur page Facebook a été inondée de menaces de viol et de mort de la part des commentateurs, furieux qu'une féministe au franc-parler se voit offrir une tribune de premier plan. C'était une fontaine de violence, se souvient une personne affiliée à l'AFA. C'était horrible au-delà des mots et tout cela venait des camarades athées. Ce comportement vient de la part d'adeptes tels que Richard Dawkins qui défendent la liberté d'expression. Cette attitude montre l'hypocrisie de leur définition même de la liberté d'expression. Et l'hypocrisie d'aller ensuite sur un podcast de droite et de parler du silence de ceux qui souhaitent avoir une pensée rationnelle sur les différences intellectuelles évolutive des races. La soi-disant culture d'annulation de la gauche.
Vous avez également abordé un sujet dont nous allons discuter davantage, à savoir le féminisme culturel. J'ai fait quelques points pendant que tu parlais du féminisme culturel et puis tu as aussi parlé de ce que nous avons terminé la semaine dernière, c'est-à-dire des qualités intrinsèques, des faiblesses intrinsèques et des forces intrinsèques qui, selon l'évolution, se développent au cours du processus évolutif. Et comment ces croyances dans le développement des forces intrinsèques et des faiblesses intrinsèques influencent leur perspective des questions de genre aujourd'hui. Donc, merci pour cette révision. Elle a fait ressortir les points les plus importants. Et je ne sais pas si tu as dit que tu ne t'attendais pas à ce que nous arrivions ici à partir de notre point de départ, et moi non plus, mais je suis enthousiaste, bien qu'il soit incroyablement désagréable d'examiner certaines de ces choses, mais c'est fascinant. Je pense que je veux juste partager l'écran à nouveau parce que je ne pense pas que je l'ai partagé. Samaris, nous l'avons vu. Je ne sais pas, j'aimerais que nous soyons capables de reconnaître ces personnes parce que des fois, nous voyons des visages et j'aurais aimé le faire plus souvent. Parfois, nous ne reconnaissons pas les noms, mais nous reconnaissons les visages et je ne pense pas avoir monté Hitchens avant. C'est Christopher Hitchens. Mais vous avez ces 4 cavaliers et j'aimerais aussi que nous puissions reconnaître un autre homme qui revient assez souvent. Encore une fois, il y a un grand nombre de scientifiques influents en dessous d'eux qui sont aussi misogynes et problématiques que les 4 cavaliers. Nous pouvons trouver tout un article qui traite du mouvement MeToo au sein de la communauté scientifique et c'est une lecture assez troublante parce que ces hommes sont tenus en très haute estime et que la misogynie et les abus sexuels sont tellement intégrés dans la communauté scientifique qu'il est très difficile à déraciner. Peut-être que nous partagerons cet article un autre moment. Je vais partager l'écran. Laurence Krauss, je vous le montre. Il sera cité assez fréquemment si vous lisez des articles à ce sujet. Les autres leaders que vous pourriez entendre citer justifient les abus sexuels constatés dans leurs conférences et par certains de leurs leaders. Il est l'auteur d'un certain nombre d'abus sexuels qu'il justifie ensuite. Son comportement avec les femmes est assez problématique. C'est le type d'homme, si vous êtes une femme à la conférence, il lui a été dit de faire très attention à ce qu'elle buvait et de faire très attention où elle allait, de l'éviter à tout prix parce qu'il a une réputation. Il a également pris une défense vigoureuse d'un de ses amis. Je ne me souviens pas immédiatement de son nom. Jeffrey Epstein, un de ses bons amis. Il a vigoureusement défendu Jeffrey Epstein. Et je ne veux pas seulement que nous voyions le sexisme de ces hommes et le racisme. Je veux que nous voyions comment ils justifient ce sexisme. Parce que c'est ce qui va nous éduquer. Bien sûr, ils sont sexistes. Mais pourquoi sont-ils sexistes? Comment le justifient-ils alors qu'ils sont censés incarner les lumières modernes? Qu'ils sont les champions de la pensée rationnelle? Qui ne sont pas seulement athées, mais qu'ils croient en un athéisme moderne, fondamentaliste et militant. Comment justifient-ils leur misogynie? Et c'est ce qui va nous apprendre, pas uniquement le fait de dire qu'ils sont sexistes, mais comprendre leur justification. Pour son ami Jeffrey Epstein, sa défense était qu'essentiellement, en tant que penseur rationnel, je vais citer directement ses commentaires sur les raisons pour lesquelles il pourrait justifier ou excuser
Jeffrey Epstein. Alors, citation de The Atlantic sur les allégations d'inconduite sexuelle de Lawrence Krauss. Les cas d'inconduite sexuelle ne s'inscrivent pas parfaitement dans le cadre qui régit une enquête scientifique rigoureuse. S'il y a une chose que nous avons apprise du mouvement MeToo, c'est que la compréhension de l'injustice est une grande partie expérientielle et ancrée dans des preuves anecdotiques. Et cela fait partie de leur problème. C'est une partie du problème que les militants des droits des hommes ont avec le féminisme, avec les questions d'égalité. Le fait que tant de choses sont ancrées dans l'expérience et l'évidence anecdotique. Et qu'ils considèrent ces choses comme étant très similaires à la pensée religieuse. Et c'est là que le féminisme et la religion sont pour eux entrelacés et constituent la même chose. Parce qu'il n'est pas possible d'aborder certains aspects de l'inégalité, certains aspects des allégations du mouvement MeToo, avec ce type de cerveau scientifique curieux et de trouver tous les lambeaux de preuves pour construire ce dossier. Souvent, ces preuves n'existent pas parce qu'il n'en reste pas beaucoup, même à la fin d'un viol. C'est une grande partie de la compréhension de l'injustice expérientielle et enracinée dans des preuves anecdotiques. Pour les libres pensées pures et dures, c'est un problème, car les témoignages personnels ne peuvent être vérifiés ou testés de manière empirique. C'est une partie de sa justification pour Jeffrey Epstein. Il ne pouvait pas entrer et tester les allégations de ces femmes. Il ne pouvait pas les vérifier dans le cadre du cerveau scientifique empirique. Il a donc choisi de défendre sa croyance en Jeffrey Epstein, le bon caractère de son ami, plutôt que les allégations qu'il ne pouvait pas vérifier scientifiquement. Ashley Naftul a écrit dans les grandes lignes, après que les allégations concernant Krauss aient été rendues publiques. C'est donc une citation directe d'Ashley. Si quelque chose ne peut pas être mesuré, calculé, observé, regardé, il peut tout aussi bien ne pas exister, même si les études sur le harcèlement sexuel dans la communauté scientifique révèlent le contraire. Donc les études sur le harcèlement sexuel montrent qu'il y a un problème massif, mais vous ne pouvez pas examiner chacune de ces allégations et les tester de manière empirique, mesurer, calculer et observer que le harcèlement sexuel a lieu. Vous pouvez le faire pour certains. Il y a une photo de Krauss tendant la main pour toucher la poitrine d'une femme qui demandait une photo de lui. Mais la photo était floue, alors il a trouvé une justification. Il y a plusieurs témoins qui ont dit qu'il a attrapé sa poitrine. Et même les témoins. Comment tester les témoins de façon empirique? Peut-être qu'il est juste célèbre et que les gens lui en veulent. C'était sa défense. Donc il voit ces allégations et les problèmes que les féministes et les femmes essayent de soulever. Il le voit comme une religion que leur cerveau gouverné par une investigation scientifique rigoureuse ne peut pas comprendre. Et quand ils ont déjà une misogynie fondamentale, ça ne fait qu'exacerber cette excuse. Alors, Marie. It's raining here, so I hope that doesn't disrupt anyone. Marie? Ma question porte plus sur la section religion de la semaine dernière. Je suis désolée, je vais t'éloigner du ce sujet. Je n'ai pas vu ta main, c'est ma faute. Je trouve certaines choses difficiles à visualiser, par exemple. Ces hommes, ils voient la religion comme une menace. Ils ne sont pas d'accord avec l'Église et l'État. Que penseraient-ils alors de la politique, de la droite politique, de la droite religieuse? Qu'en penseraient-ils? Et que pensent-ils de leur type d'église et d'État? C'est juste ce que je me demande. Tu n'es pas obligé de répondre à la question.
C'est là que nous avons terminé la semaine dernière, n'est-ce pas? Comment voyons-nous qu'il y a ce grand groupe de droite qui soutient donc cette idéologie de la Trinité essentielle, tout en s'opposant à l'Église et à l'État. C'est sur ce point que nous avons terminé la semaine dernière. Est-ce que je te comprends correctement? Pour être complètement honnête avec toi, je n'ai pas vu les 10 dernières minutes, alors j'ai peut-être manqué cette partie. Je me rappelle que tu avais un problème avec l'ordinateur. En fait, je l'ai regardé aujourd'hui, mais je n'ai pas eu les 10 dernières minutes. Essaye d'y revenir car nous en parlons dans les 10 dernières minutes, mais tu n'auras pas de réponse, hein, malheureusement. Nous reconnaissions l'existence de ta question, que ce problème doit être abordé lorsque nous voyons un groupe opposé à l'Église et à l'État, et pourtant, il se trouve du mauvais côté de la loi du dimanche. Nous y arriverons. Merci. Je regarderai les 10 dernières minutes. Mais tu ne trouveras pas de réponse. Hein. Peut-être ce soir, alors que nous discuterons ce point. J'aimerais passer quelques instants de plus sur ces hommes. N'hésitez pas à lever la main et à prendre la parole à tout moment. Samaris, nous avons parlé de sa misogynie, mais aussi de son racisme. Nous ne devons pas seulement savoir que ces hommes sont sexistes et racistes, mais nous devrions comprendre leur type de pensée, leur méthodologie, ce qui sous-tend leur misogynie. Richard Dawkins, est probablement l'un des dirigeants pour lequel son racisme et sa misogynie est plus facile d'identifier. Mais aussi, je voudrais montrer sa position sur les personnes trans de Stephanie Keynes. Dawkins a comparé la vie des transgenres à celle de Rachel Dolezal. Nous nous souvenons de Rachel Dolezal. C'est une femme blanche qui déclare s'identifier comme une femme noire. Et Dawkins a essentiellement dit que les personnes trans font la même chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle. En 2015, Rachel Dolezal, elle s'identifie comme une femme noire. Et Dawkins a essentiellement dit que les personnes trans font la même chose. Vous ne pouvez pas être blanc et vous identifier comme étant une personne noire. Alors, je vais le citer. Certains hommes choisissent de s'identifier comme des femmes et certaines femmes choisissent de s'identifier comme des hommes. Vous serez vilipendés si vous niez qu'ils sont littéralement ce en quoi ils s'identifient. Discutez. C'est le sang. Vous voyez, il dit qu'il va le tweeter et après va dire discuter. Puis quand il a attaqué sur ses propos, il déclare qu'il essayait simplement d'engager une raison scientifique dans une discussion ouverte. Il ne donnait pas nécessairement son avis, mais il affirmait simplement quelque chose et demandait par la suite aux personnes d'en discuter dans les sections des commentaires de Twitter. C'est une couverture pour ses propres opinions. Ensuite, il a déclaré « Une femme trans est-elle une femme ?» C'est purement sémantique. Si on la définit par les chromosomes, non. Si c'est par l'identification personnelle, oui, je l'appelle elle par courtoisie. Je n'aime pas l'idée que les gens puissent clouer au pilori quelqu'un comme Jordan Peterson parce qu'il refuse d'être contraint de changer de langage. Il a ajouté en ajoutant que ceux qui le font nient la réalité et que c'est une hérésie de faire autre chose que cela. Je veux relever 2 points à ce sujet. Tout d'abord, sa défense de Jordan Peterson ne devrait pas nous surprendre. Ces hommes sont des religieux ou des athées idéologiquement alignés sur la question du genre. En plus, vous trouvez cette amitié entre l'athéisme et l'extrême droite. Deuxièmement, il suggère que vous deveniez un hérétique
pour remettre en question quelque chose comme l'identité trans. Encore une fois, s'il est hérétique pour avoir remis en question quelque chose lié au genre, à quoi ressemble la question du genre? Le genre devient un type de religion. L'hérésie est une guerre contre ou une opposition à la religion. Et ils invoquent ce langage de type religieux lorsqu'ils font référence non seulement au féminisme, mais aussi aux questions liées au genre. Donc j'en ai assez dit sur Christopher Hitchens. J'aimerais discuter durant un instant le dernier des 4 cavaliers dont nous n'avons pas encore parlé, Daniel Dennett. Nous pourrions penser qu'il est le moins problématique de tous. Il semble être moins sur le sentier de la guerre et beaucoup plus prudent dans la façon dont il formule sa croyance. Mais il est très proche de Richard Dawkins. Il fait simplement beaucoup plus attention à ce qu'il dit, mais je voulais partager un clip vidéo YouTube. Et c'est malheureux, ils ont montré un débat entre Daniel Dennett et Dinesh D'Souza. Et ce débat porte sur l'existence de Dieu. C'est très problématique qu'il donne une tribune à Dinesh D'Souza, sans parler de Daniel D'Souza. Dinesh D'Souza est d'extrême droite. Si vous le cherchez sur Wikipédia, regardez ses commentaires sur l'arrêt, c'est assez long. Il est un grand partisan d'Alex Jones, un théoricien de la conspiration et un adversaire virulent de Clinton et de Barack Obama. Il a sorti des films de conspiration. Il est très à droite, au point d'être non seulement fanatique, mais aussi conspirationniste. Et c'est lui qu'ils ont choisi pour débattre avec Daniel Dennett de l'existence de Dieu, parce que Dinesh D'Souza croit en un Dieu. Et ce n'est pas vraiment ce que nous allons écouter. Nous sommes ici pour entendre Daniel Dennett. Je vais partager l'écran et montrer un court extrait de cette vidéo. Et pendant que... Et pendant que nous écoutons cette vidéo, à la fin, j'aimerais que tu nous dises, Lynn, ce que tu penses que dit Daniel Dennett. Ils vont prendre 2 dernières questions avant la fin du débat. Ma question est, premièrement, je ne crois pas vraiment que l'égalité de dignité pour les femmes ait été établie universellement. Je pense qu'elle est plutôt d'ordre législatif, en fait d'ordre social ou culturel. Mais cette question s'adresse aux 2 candidats. Pourquoi les femmes sont-elles presque universellement exclues des hiérarchies de la religion et de la prise de décision dans la religion? Alors, Lynn, pourrais-tu répéter dans tes propres mots quelle est sa question? En gros, elle demande pourquoi les femmes ne sont pas incluses dans les prises de décision et les positions de pouvoir. Je crois qu'elle a dit dans la religion. J'ai oublié ce passage. Mais elle parle du manque de représentation des femmes, et en particulier dans la religion. Je vais le repasser. Pourquoi les femmes sont presque... Pourquoi les femmes sont-elles presque universellement exclues des hiérarchies, de la religion et de la prise de décision?
Je pense que j'ai coupé le son un peu trop tôt. Elle dit dans la religion, et c'était comme des cercles religieux, des positions de pouvoir religieuses. Et en ayant déjà écouté le débat, je suis presque sûre qu'elle parle spécifiquement dans le contexte religieux. C'est bon, Lynn? Est-ce que ça a du sens? Alors, nous allons écouter la réponse de Daniel Dennett. Alors, je vais répondre à la première question. Je pense que la raison pour laquelle les femmes n'ont généralement pas joué ces rôles a en fin de compte une explication biologique en termes de la façon dont les cultures humaines ont évolué et de la façon dont les hommes ont accédé à des positions de pouvoir et les ont conservées au fil des ans. C'est une longue histoire, mais je pense qu'elle n'est pas très originale. Je pense que c'est une bonne question et qu'elle a une réponse. Si vous considérez la religion comme un phénomène naturel, comme je le fais, et il y a beaucoup de littérature à ce sujet. C'est la fin de sa réponse à la question. Ensuite, il passe à autre chose. Alors, Lynn. J'essayais de couper mon micro, mais l'écran bougeait parce que tu as arrêté le partage d'écran. Oui, de toute façon, en gros, sa raison principale est biologique. C'est ce qu'il disait. Il a mentionné l'évolution de la culture humaine et comment les hommes ont dominé dans les positions de pouvoir et ont maintenu ces positions de pouvoir. Ce qui est intéressant, il serait intéressant d'en savoir un peu plus sur cette partie de sa réponse. Surtout qu'il a parlé de l'explication biologique, parce qu'il ne s'est pas vraiment étendu sur le sujet. Mais il a ensuite parlé de la façon dont les hommes ont accédé à ces positions et les ont conservées. Ce serait donc intéressant de comprendre un peu plus ce qu'il pense. Mais je pense qu'en gros, c'est ce qu'il a dit, si j'ai bien compris. Hein. C'est ainsi que je l'ai compris. Et les féministes n'ont pas apprécié la réponse qu'il a donnée. Alors certaines ont suggéré qu'il avait lu la pièce après la première partie de sa réponse et qu'il s'était rendu compte que la laisser là ne convenait pas à son public. Mais il a laissé entendre qu'il y avait un certain nombre de raisons, mais la principale qu'il a mentionnée en premier est le biologique. Vers la fin, il aborde l'idée que les hommes ont joué un rôle dans le maintien des positions de pouvoir dans diverses religions. Mais suggérer que c'est d'abord biologique, si vous deviez aborder le sujet de la race et poser la question de la raison pour laquelle tous les présidents américains sauf un sont blancs, il répondrait que c'est avant tout biologique et c'est lié à la manière dont la société s'est développée et aux raisons pour lesquelles les gens ont obtenu des positions de pouvoir et les ont conservées. Il y a une justification vers la fin, mais elle ne va pas jusqu'à justifier le lien entre la discrimination évidente et la référence à une cause biologique. Vers la fin, il fait référence à des problèmes de société. Mais les problèmes de société ne sont pas d'ordre biologique. Le biologique, ce sont les différences entre les hommes et les femmes. Et cela rejoint ce que nous disions vraiment vers la fin des vêpres de la semaine dernière. Nous poursuivons ce dont nous avons discuté en fait. Cette idée du biologique est une autre façon de dire les forces intrinsèques et les faiblesses intrinsèques. Que sont les forces intrinsèques si elles ne sont pas biologiques? Quelles sont les faiblesses intrinsèques si elles ne sont pas biologiques? Et lorsqu'il a l'occasion de débattre avec le défenseur de droite le plus raciste, le plus misogyne, le plus conspirationniste qu'il ait pu trouver,
defender, they could have found perhaps to une debate occasion an opportunity. une occasion de prendre à partie les institutions religieuses pour leur misogynie, ils justifient largement que la religion ou le sexisme dans la religion est un fondement biologique. So Donc oui, that is c'est ce que j'ai entendu aussi, c'est ce que beaucoup de femmes ont entendu dans sa réponse et qu'elles ont trouvé problématique. again tying into what Encore une fois, en lien avec ce que tu as soulevé, Brandon. first tenet of social Darwinism, the belief that people Le premier principe du darwinisme social, la croyance que les gens ont des capacités et des talents intrinsèques et des faiblesses intrinsèques correspondants. Je veux donc terminer la lecture de cette même source, quelques paragraphes plus tard. Quand elle parle de l'influence du darwinisme social, des forces intrinsèques et des faiblesses intrinsèques, et ils disent ces choses comme nous le faisons pour expliquer le sexisme dans le darwinisme, dans le mouvement athée aujourd'hui. to continue reading. Alors, pour continuer à lire cette même source, en tant qu'institution alimentée par le capitalisme, le nouvel athéisme s'est établi comme une image miroir de la religion. La religion et l'athéisme, c'est une image miroir. And friends, Avec Dawkins et ses amis qui se situent au sommet du mouvement dans le rôle de Dieu, la philosophe féministe Elizabeth Gross l'a dit de cette façon. Dieu est mort, longue vie à l'homme. Dawkins et les leaders masculins du mouvement ont ressuscité l'homme en tant que Dieu. Pour ces hommes, la misogynie n'est pas du tout fondée sur la religion, mais sur la biologie. Et c'est ce que Daniel Dennett, le seul homme qui nous avait échappé jusqu'ici, disait. La misogynie n'est pas basée sur la religion. Pour eux, la misogynie est basée sur la biologie. Et c'est pourquoi vous trouvez la misogynie dans l'athéisme. Si elle était dans la religion, si la religion était la cause the cause, de la misogynie, alors se débarrasser de la religion résoudrait la misogynie. Mais comme sa cause n'est pas la religion, mais la biologie, then alors they ils ne sont pas capables de se détacher du sexisme, sexism, des stéréotypes du genre qui sont en lien avec les femmes ou les personnes LGBT. Encore une fois, la pensée rationnelle, la capacité de démonter quelque chose et de le comprendre complètement. Comment faites-vous avec le sujet des personnes transgenres? Il y a tellement de choses qui relèvent de l'expérience. Il y a tant de choses que nous ne comprenons pas. Récemment, une femme que je connais a consulté un gastro-entérologue pour des problèmes de santé. Et le gastro-entérologue lui a dit, we may nous ne trouverons peut-être jamais la cause de vos douleurs, car il y a tant de choses que nous ne connaissons pas sur le système digestif. she said Elle a dit, nous ne savons que très peu sur une petite partie du fonctionnement du système digestif. S'ils peuvent dire ces choses au sujet du sujet digestif, qu'en est-il du cerveau? there's someone Pour quelqu'un qui croit qu'il peut démonter quelque chose et le comprendre par la pensée rationnelle et la méthode scientifique, et si vous ne pouvez pas le faire, alors la question n'existe pas. they struggle Ils luttent avec beaucoup de ces sujets liés au genre, pas seulement le mouvement MeToo, pas seulement un incident d'abus sexuel où ils n'ont pas de preuves vidéo analysées, mais aussi les personnes trans, où vous ne pouvez pas nécessairement disséquer le cerveau et comprendre tous les aspects de ce que ces personnes connaissent de manière expérientielle, de ce que ces personnes expérimentent. Ce que je veux que nous voyons, c'est que non seulement ils sont sexistes, faciles à prouver, mais pourquoi ils le sont? D'où vient ce sexisme? Ils ont dit qu'il est enraciné dans la biologie. J'aimerais consacrer un peu de temps pour revenir en arrière et regarder à Darwin. Regardez juste cette histoire antérieure. Et Catherine, tu m'as envoyé quelques citations, quelques sources au cours de la semaine qui m'ont montré que tu t'intéressais à Darwin ou tu le regardais d'un peu plus près. just to have a little bit of a window into Darwin's thinking, and then we'll Donc, Catherine va nous lire des citations sur Darwin. Okay, so I did read a few really interesting. Alors, j'ai lu quelques articles vraiment intéressants sur cette période. And some of it, Et certains parlaient what Darwin de ce que Darwin avait écrit dans son livre, qui venait après l'origine des espèces, after
Alors, le livre s'intitulait The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, écrit en 1871. Je peux d'abord dire quelques citations concernant la race, si vous le souhaitez, parce qu'il a manifestement écrit quelque chose sur la question de la race, qui a une influence sur des groupes de personnes. Alors, une citation qu'il a écrite, il dit que les différences de ce type entre les hommes les plus élevés, des plus hauts rangs et les sauvages les plus bas sont liées par la plus belle graduation. L'argument qu'il défendait dans ce livre était le suivant. Lorsque vous regardez les différentes races d'êtres humains, sont-elles différentes comme des espèces ou sont-elles tous reliées entre elles, comme si certaines étaient plus évoluées que d'autres? Et il soutenait que fondamentalement, certaines sont plus évoluées que d'autres. Ils sont tous séparés et distincts. Il y a des hommes qui sont des hommes supérieurs et puis il y a des sauvages les plus bas. Il y a un autre point où il dit, à une certaine période future, pas très éloignée, mesurée en siècles, les races civilisées de l'homme extermineront presque certainement et remplaceront partout dans le monde les races sauvages. Et dans son esprit, c'était une bonne chose. Ce dont il parlait était d'avoir un plus grand écart entre le royaume animal et la race humaine, en éliminant les étapes qui vous font passer du stade le plus évolué au stade le moins évolué. Il a fait une comparaison et un contraste avec le fait que dans le futur, en fait, nous pourrions potentiellement nous retrouver avec des personnes de type caucasien, et puis l'étape suivante, avec un grand écart, serait de descendre jusqu'à un singe aussi bas qu'un babouin. Ce serait plus l'idéal. Il l'appelait un état plus civilisé. Alors, il dit, actuellement, ils sont assez proches l'un de l'autre. Le nègre ou l'Australien est comme notre homme le plus bas et le gorille est l'animal le plus haut. Ils sont assez proches l'un de l'autre. Il s'attendait à ce que ces catégories intermédiaires soient interminées et ce serait un développement naturel au fur et à mesure que l'humanité progresserait. Alors voilà quelques-uns de ces commentaires sur la race que j'ai relevés dans ce livre. Alors, si on avance maintenant sur le genre, il a parlé du rôle de la sélection par la reproduction. Il discutait des différences entre les mâles et les femelles et de ce que celles-ci avaient à voir avec le rôle dans le progrès de l'humanité. Il y a une citation qui dit « Les géniteurs mâles, semi-humains de l'homme, ont lutté ensemble pendant de nombreuses générations pour la possession des femelles, pour éviter les ennemis ou les attaquer avec succès, pour capturer les animaux sauvages et pour inventer, façonner des armes nécessitant l'aide des facultés mentales supérieures, à savoir l'observation, la raison, l'invention, l'imagination. Ces diverses facultés auront donc été continuellement mises à l'épreuve et rassemblées pendant l'âge d'homme. Ainsi, en raison de leur rôle et pour posséder les femelles, se reproduire et évoluer, ils devaient posséder les facultés mentales supérieures. Par conséquent, conformément au principe auquel il est souvent fait allusion, on pourrait s'attendre à ce qu'elles aient au moins tendance à être transmises, principalement à la progéniture masculine, à la période correspondante à l'âge adulte. Les mâles transmettaient ces facultés mentales supérieures à la prochaine génération de mâles, plus précisément à leurs enfants. Leurs enfants, mais les facultés cérébrales seront transmises aux mâles.
Alors, une autre citation de l'auteur est la suivante. La principale distinction entre les pouvoirs intellectuels des deux sexes se manifeste par le fait que l'homme atteint, dans tout ce qu'il entreprend, une éminence supérieure à celle de la femme, qu'il s'agisse d'activités exigeant une réflexion profonde, la raison ou l'imagination, ou simplement l'usage des sens et des mains. Si l'on dressait deux listes des hommes et des femmes les plus éminents dans les domaines de la poésie, de la peinture, de la sculpture, de la musique, de l'histoire, des sciences et de la philosophie, avec une demi-douzaine de noms sous chaque sujet, les deux listes ne seraient pas comparables. Nous pouvons également déduire de la loi de la déviation des moyennes que si les hommes sont capables d'une éminence décidée sur les femmes dans de nombreux sujets, le niveau moyen de la puissance mentale de l'homme doit être supérieur à celui de la femme et donc l'homme est finalement devenu supérieur aux femmes. Il parle aussi des femmes. Si je peux lire un peu plus. Pour que la femme atteigne le même niveau que l'homme, elle devrait, lorsqu'elle est presque adulte, être entraînée à l'énergie et à la persévérance, voir sa raison et son imagination s'exercer au plus haut point, et alors elle transmettrait probablement ses qualités principalement à ses filles adultes. Mais le corps entier des femmes, cependant, ne serait pas ainsi élevé, à moins que pendant de nombreuses générations, des femmes qui excellaient en haut ne se soient mariées et n'aient produit une progéniture plus nombreuse que les autres femmes. Ce n'est pas la citation que je pensais lire, mais il y en a une sur les femmes qui transmettaient ces qualités d'éducation qui s'étendaient parce qu'elles étaient maternelles. Elles montraient ces qualités à leurs enfants et ensuite elles les étendaient souvent à leurs semblables. Les femmes seraient gentilles et douces avec les autres créatures, mais l'homme est le rival des autres hommes. Il aime la compétition, ce qui le conduit à l'ambition, ce qui le conduit à l'égoïsme. Ces qualités semblent être son droit naturel et malheureux de naissance. Les hommes sont naturellement compétitifs et égoïstes. Ils n'y peuvent rien. Et les femmes sont plus généreuses envers les autres et plus gentilles. Et tout cela à cause de leur rôle. Alors, merci Catherine. Il y a beaucoup de choses dans ces citations. Alors, j'aimerais revenir sur les précédentes que tu as lues. Ce n'est pas Charles Darwin lui-même qui a mené ces réflexions à leur terme. Il dit évidemment de manière assez explicite, lorsque vous lisez sur les races, comment elles se développent pour devenir supérieures, supérieures ultimes et inférieures ultimes. Mais c'était son cousin qui a pensé que nous devrions donner un coup de pouce à ce processus de différenciation des races. C'était son demi-cousin, Francis Galton, un homme qui a interagi avec lui scientifiquement. Alors, je vais effacer une partie des graphiques. Alors, Francis Galton, le demi-cousin de Charles Darwin, très partisan de ce que Charles Darwin disait, ils ont interagi sur certaines de ces choses et il a offert une solution attrayante à ceux qui voyaient l'immigration et le mélange des races comme une menace. Galton a décidé que la sélection naturelle ne fonctionne pas bien dans les sociétés humaines comme elle le fait dans la nature. Dans la nature, vous voyez la sélection naturelle à l'œuvre. Il dit qu'elle ne fonctionne pas aussi bien dans des sociétés humaines parce que les gens interfèrent avec le processus. Par exemple, je suppose que c'est ce que l'aile droite pourrait prétendre que l'aile gauche fait. Par le biais de l'aide sociale, les humains interfèrent avec le processus de sélection naturelle. Par conséquent, les plus aptes ne survivent pas toujours. Parfois, les faibles survivent parce que les humains interfèrent avec la sélection naturelle. Il entreprend d'améliorer consciemment la race. Il a inventé le terme d'eugénisme. C'est de là que vient le terme d'eugénisme. Il a été inventé par le demi-cousin de Charles Darwin. Il vient d'un mot grec qui signifie bonne naissance ou noble,
par hérédité. En 1883, Galton a défini l'eugénisme comme la science de l'amélioration du patrimoine génétique qui ne se limite en aucun cas à des questions d'accouplement judicieux, mais qui tient compte de toutes les influences qui tendent, même à un degré très faible, à donner aux races et aux chousses de sang les plus appropriées une meilleure chance de l'emporter rapidement sur les races ou les souches de sang moins appropriées qu'elles ne l'auraient fait autrement. Il dit que l'eugénisme consiste à accélérer le processus de sélection naturelle afin que les races les plus appropriées deviennent plus rapidement dominantes. Et il en fait référence comme à ce qui doit être introduit dans la nation, dans la conscience nationale, comme une nouvelle religion. Il considère donc cette forme d'athéisme comme une forme de religion et estime qu'elle doit être présentée comme une forme de religion pour que les gens l'adoptent et la suivent. Elle a en effet de fortes chances de devenir un principe religieux orthodoxe à l'avenir. En effet, l'eugénisme coopère avec les mécanismes de l'évolution naturelle en garantissant que l'humanité serait représentée par les races les plus aptes. Il a écrit un article pour le rédacteur en chef du Times intitulé « L'Afrique pour les Chinois ». Je ne recommande pas vraiment aux gens de le lire. Si vous voulez passer une bonne journée, parce que cet article est horrible, mais il était partisan de la colonisation de l'Afrique par des Chinois, parce qu'il pensait que le peuple chinois était une race plus appropriée. Le langage qu'il utilise est vraiment horrible. Alors, l'eugénisme a un lien direct, non seulement avec le darwinisme social, mais aussi avec Charles Darwin lui-même. Il est très familial. Mais là où le darwinisme social a vraiment pris sa forme, c'est dans l'interaction entre Charles Darwin et ses partisans, August Schleicher, Max Müller et Ernst Haeckel maintenant. Alors, que remarquez-vous à propos de ces noms? Alors, Brody. August Schleicher, Max Müller, Ernst Haeckel. Sound very German. Is that? Alors, ça sonne très allemand. Oui. C'est en Allemagne qu'il a trouvé ses plus grands défenseurs du darwinisme social. Et l'interaction avec Charles Darwin, et juste pour nommer 3 personnalités allemandes, a été l'endroit où le darwinisme social s'est véritablement développé. Ce qu'ils ont développé était l'idée suivante. Ils pensaient à l'époque, Charles Darwin et la communauté scientifique, que le cerveau humain et celui des singes étaient à peu près de la même taille. Darwin et ses collègues pensaient donc que, parce qu'ils étaient de la même taille, le cerveau de l'orang-outan et le cerveau humain, Darwin et ses collègues pensaient que seule l'invention du langage pouvait expliquer la différenciation entre l'homme et les autres grands singes. S'ils cherchaient ce que différencie un être humain d'un grand singe, ils pensaient que c'était le langage. Et c'est là que ça s'est développé. Alors, si je peux dessiner un tronc cérébral, et ce cerveau ressemble à un arbre tombé, mais vous voyez l'idée. Ce qui le sépare d'un singe était le développement du langage. Mais ce qu'ils ont reconnu, c'est que l'évolution du langage et de l'esprit vont de pair. De ce point de vue, les preuves empiriques des langues du monde entier ont été interprétées par Haeckel en Allemagne comme soutenant l'idée que les nations, malgré des physiologies assez similaires, représentaient des lignes d'évolution distinctes. Ainsi, même si j'ai un corps similaire à celui d'un Allemand, d'un Italien ou d'un Ghanéen ou bien d'un Japonais, par rapport aux espèces animales, nous avons tous les mêmes corps, mais nous avons des langues différentes. Et donc, ils ont suggéré que ces différentes langues montrent
que les différentes races ont évolué séparément. Bien qu'ayant une physiologie similaire, ces races sont des lignes d'évolution distinctes qu'elles peuvent séparer les unes des autres. Ils ont ensuite divisé l'humanité en 9 espèces différentes, à laquelle a construit une hiérarchie évolutive et intellectuelle de ces espèces. Il ne leur a pas fallu longtemps pour diviser les humains par langue en différentes espèces, par ensuite les classer dans une hiérarchie évolutive intellectuelle. Dans le même ordre d'idées, Schleider a considéré les langues comme des espèces et des sous-espèces différentes, adoptant le concept de sélection par la compétition de Darwin à l'étude de l'époque et de la propagation des nations. Certaines de leurs idées, dont le concept d'espace vital, ont toutes été adoptées par l'idéologie nazie après leur mort. Là, ça se passe dans les années 60, 1860 et 1870, mais elle s'installe durablement en Allemagne. D'autres interprétations se sont transformées en idéologie, propageant une société raciste et hiérarchique, et ont servi de base aux versions radicales ultérieures du darwinisme social. Le darwinisme social a joué un rôle majeur dans l'idéologie du nazisme, qu'il a associé à une théorie pseudo-scientifique similaire de la hiérarchie raciale, pour identifier les Allemands comme faisant partie de ceux que les nazis considéraient comme une race maîtresse aryenne ou nordique. C'est toute cette pensée divisant les races et les stratifiant ensuite qui est issue du darwinisme social. Les croyances darwinistes sociales des nazistes les ont amenés à conserver la concurrence commerciale et la propriété privée comme moteur économique. Le nazisme s'est également opposé à l'aide sociale en se fondant sur la croyance darwiniste sociale selon laquelle les faibles et les doivent périr pour le bien de la nation. Cette association avec le nazisme, associée à la reconnaissance croissante du fait qu'il était scientifiquement infondé, a contribué à un rejet plus large du darwinisme social après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il dirait aujourd'hui que le darwinisme social est tombé en disgrâce. Donc, Brandon, je n'ai pas vu ta main, je lisais la citation. Ça ressemble à l'Allemagne fasciste. C'est ce que tu... Ça ressemble juste à l'Allemagne fasciste. Même quand Catherine lisait les citations. Oui, c'est horrible, c'est tout ce que je voulais dire. Si les monts Rushmore prétendent que la religion est la cause de la guerre et de la souffrance dans la société et dans les nations, ils devraient donc examiner de très près l'Holocauste et ses origines. Nous avons montré le lien entre le catholicisme et l'antisémitisme, la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Le monde est en train de devenir post-chrétien depuis un certain temps. Cependant, même si nous y revenons, l'athéisme, le darwinisme social porte une lourde responsabilité dans l'Holocauste et c'est pourquoi le darwinisme est tombé en disgrâce. Mais le problème est que les personnes d'aujourd'hui soutiennent maintenant ce qui suit. Elles disent que le darwinisme social n'est pas scientifique. Parce que l'athéisme, le darwinisme, est censé regarder uniquement à la biologie, uniquement la façon dont la biologie s'est développée au cours des millions d'années. Et ils disent que le darwinisme social est une pseudo-science parce qu'il n'est pas basé sur la biologie. En revanche, le genre est basé sur la biologie. Donc vous ne pouvez pas séparer le darwinisme social de l'étude de la biologie quand il devient lié au genre.
social Darwinism still comes through with Même s'il existe toujours, le darwinisme social est toujours présent avec la race. C'est exactement pourquoi vous trouvez un livre écrit en 1994. Il s'agit simplement de ce qui a été développé dans les années 1860 et 70. Réécrit dans un contexte moderne, ce n'est pas nouveau. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il se développe à partir du darwinisme. very intrinsically connected to biology. But even there, you can't say that Mais quand il s'agit du genre, il est si intrinsèquement lié à la biologie que même là, nous ne pouvons pas dire que c'est juste it's just ça. that social Darwinism that isn't really part of. Ce qui est maintenant souvent vilipendé par les athées eux-mêmes, c'est juste ce darwinisme social qui ne fait pas vraiment partie de la pensée It's just evidence évolutionniste moderne. J'aimerais partager un article à l'écran I found this looking et for peut-être que je pourrais le partager plus tard. Je ne le lirai pas en entier, This is the Guardian. mais c'est juste une preuve de cette pensée. Il y a beaucoup de choses telles que celle-ci. Je l'ai trouvée en cherchant un article plus récent, mais je n'ai pas eu le temps. Il s'agit donc du Guardian 2010 où ils avaient une série où ce psychologue You know, in newspapers when people would write in with their problems. évolutionniste répondait donc aux questions des gens, un peu comme Not always would answer them. dans les journaux lorsque les gens écrivent et posent leurs questions par rapport à leurs problèmes. En généralement, c'est une femme, pas toujours, mais leur donnerait des conseils, des avis sur leurs problèmes personnels. Evolution. And the question this Alors week is, celle-ci est une psychologue de l'évolution. Elle va répondre du point de vue de l'évolution. Et la question de cette semaine est pourquoi les gentilles filles tombent sur les méchants garçons. Et la femme va écrire et dire certaines de mes amies et moi trouvent les mauvais garçons attirants. why she Pourquoi le faisons-nous? Parce que ce n'est pas ça. women prefer men who Et le psychologue évolutionniste va lui expliquer pourquoi elle et souvent d'autres femmes préfèrent les hommes qui ne les traitent pas bien. Et c'est une narcissism, psychopathy, Machiavellianism. C'est une lecture intéressante. Elle parle de narcissisme, de psychopathie, de machiavélisme. C'est très de mauvais garçons qui prennent des risques, Why qui sont manipulateurs, trompeurs, these traits are appealing obsessionnels. to women. Et elle explique pourquoi, Again, à travers l'histoire de l'évolution, ces traits sont attirants pour certaines femmes. it's very Elle utilise les termes mâle et garçon qui s'accouplent avec les femelles. competition between males. C'est un langage très animal. Elle parle de la compétition entre les mâles, du braconnage des compagnes pour des brèves aventures. Tout est expliqué avec le type de méthodologie du darwinisme social. She discusses how nice girls may be the only females who tolerate the dark triad male personality, that's the narcissistic, etc. Because they will Elle explique que les gentilles filles sont peut-être les seules à tolérer la personnalité masculine de la triade sombre, c'est-à-dire du narcissisme, parce qu'elles pardonneront à ces vilains garçons en leur donneront par inadvertance une autre chance de mal se comporter. Mais les gentilles filles, êtes-vous prêtes à être une mère célibataire? Un fils mauvais qui survit à tous les comportements à risque pour atteindre l'âge de la reproduction peut faire de vous une grand-mère plusieurs fois, car il s'accouplera avec de nombreuses femelles. Mais recherchez-vous vraiment la quantité plutôt que la qualité? because she's I didn't actually read that part. I think that's important to mention. Donc la quantité de petits-enfants parce qu'il s'accouplera avec de nombreuses femmes ou la qualité de l'environnement familial. Ne pas être une mère célibataire. Elle dit aussi Bad boys exhibit dark triad traits, narcissism, psychopathy, and Machiavellianism, and their behavior, according to one theory, les mauvais garçons meaning they're présentent les traits de la triade noire, narcissisme, psychopathie et machiavélique, et leur comportement, selon une théorie, est génétique, ce qui signifie qu'il est peu probable qu'ils changent leur habitude. Les garçons sont des garçons, n'est-ce pas? they can't help Si vous montez dans une voiture, Yves, que va-t-il se passer? C'est génétique. En d'autres termes, c'est biologique. Ils n'y peuvent rien. out of relationships.
Si vous êtes une gentille fille, si vous voulez beaucoup de petits-enfants, vous devez simplement négocier ce que vous voulez dans la société, dans les relations. Mais ce n'est qu'un exemple de la manière dont le darwinisme social est bien vivant aujourd'hui sur le sujet du genre. Mais une grande partie de ce que ces hommes disent n'est même pas du darwinisme social. À travers ce que le darwinisme enseigne fondamentalement sur la biologie, pas nécessairement l'évolution sociale, mais la biologie des hommes et des femmes. Brendan? Was that article, is this correct in looking at it from this perspective? Alors, est-il correct de voir les choses sous cet angle? S'agit-il simplement d'un article pour justifier les abus? Oui. Si vous voulez tout réduire, ou nous commençons à examiner l'état d'esprit, la méthodologie pour justifier les abus. Et donc, ils utilisent cette méthodologie. Et ils disent que c'est pour ça que c'est OK. Ou bien nous n'avons pas le choix parce que c'est naturel. Nous ne pouvons pas le changer, l'abus c'est normal. La sélection naturelle a créé biologiquement ces hommes et dans de nombreux cas, ils sont incapables de changer. Ils sont un produit de l'évolution. Nous devons simplement vivre avec cela. C'est, je pense, le point central de cet article. C'est vraiment horrible quand on détaille ce qu'ils sont vraiment en train de dire. En gros, ils disent que c'est OK d'abuser. Parce que c'est ce que dit cet article. Oui, c'est OK, mais avec un élément additionnel que les hommes ne peuvent pas s'en empêcher. Ils ne contrôlent pas la situation. Que vous voulez-vous qu'il arrive si vous sortez avec un mauvais garçon? Alors tu dois t'attendre à ce genre de comportement. Tu ne peux pas le tenir responsable parce que l'évolution sociale l'a créé tel qu'il est. Et en fait, c'est ta faute. Parce que tu le trouves attirant, parce que l'évolution sociale a aussi créé des femmes qui cherchent à s'accoupler avec des hommes qui sont bons pour amener le gibier de la chasse à la maison, qui par leur prise de risque ont souvent trouvé la plus grande quantité de nourriture à rapporter à la grotte. C'est ainsi que l'évolution sociale justifie la construction moderne du genre aujourd'hui avec la différenciation entre les sexes. Et puis ils diront, nous ne faisons pas du darwinisme social, parce que depuis l'Holocauste, ce n'est pas très populaire. Nous ne faisons que comprendre la biologie, et Daniel Dennett dira que c'est la biologie, et Sam Harris dira que c'est la biologie. Pourquoi n'y a-t-il pas tant de femmes dans l'athéisme? Parce qu'elles ne peuvent pas supporter la nature agressive de la discussion. Il ne dit pas que les femmes ne sont pas agressives. Il regarderait un ours et le verrait comme une agression. Ce n'est pas que les femmes ne sont pas capables d'agressivité. C'est le premier jour de mes règles. Je pense que si je m'énerve, il pensera « Oh, elle est agressive !» Et ensuite, il cherchera à savoir pourquoi je suis agressive. Et ferait le lien avec mon genre. Eh bien, parce qu'elle a ses règles. Et il dit qu'une femme est agressive à cause de ses émotions, parce qu'elle a besoin de protéger ses petits. Mais la discussion sera toujours amenée aux émotions et aux hormones. Ce type d'agression est un type d'agression différent de celui dont parle Sam Harris lorsqu'il mentionne l'agression dénuée d'émotions que nous retrouvons dans ces débats sur la religion, sur Dieu, sur l'athéisme, et des sujets aussi impopulaires que la question de savoir si une femme trans est une femme ou non. Ce type d'agression est dépourvu d'émotions. Elle est basée sur le rationnel, sur la raison. C'est pour cette raison qu'ils disent que les femmes ont une faiblesse intrinsèque. Et ils diraient que ce n'est pas du darwinisme social.
they would say that is biology. Il dirait que c'est de la biologie. He used biology to explain Il a utilisé la biologie pour expliquer pourquoi les femmes n'occupent pas de poste de direction au sein de l'athéisme ou ne sont pas nombreuses dans l'athéisme. Daniel Dennett a utilisé le même argument, la biologie, même s'il a essayé de l'adoucir, pour expliquer pourquoi les religions ont une structure patriarcale. Il croit toujours à la biologie, ce qui nous amène à la racine du problème. Pourquoi la misogynie et le sexisme existent-ils au sein de la communauté athée? Pourquoi trouvez-vous que cet athéisme fait partie de la trinité de la droite, où ils font aussi souvent du mouvement, ils font partie du mouvement des droits de l'homme? Si vous croyez que ces différences sont biologiques, que ce n'est pas la faute d'un homme s'il agit comme il le fait, que c'est souvent le problème de la femme, car elle est simplement attirée par de tels hommes. Elle est donc responsable lorsqu'elle s'engage dans une relation abusive et qu'elle est maltraitée. Si vous croyez à toutes ces choses, puis vous voyez des féministes qui essaient de détruire la masculinité, il est facile de glisser vers les mouvements de défense des droits de l'homme. Nous n'avons plus le temps. Je ne veux pas répondre à ta question, Marie, sur la manière dont le nouvel athéisme et tout ce que nous avons vu ensemble est en lien avec la loi du dimanche. Nous y reviendrons la semaine prochaine, mais je vous le promets. Mais je veux juste terminer en parlant d'un activiste des droits de l'homme, Roy Dan Hollander. Quelqu'un connaît-il ce nom? Pouvez-vous lever la main si vous connaissez ce nom? Not familiar with him. Vous n'êtes pas familier avec? Il était à l'extrémité du spectre des activistes des droits de l'homme. Il est à l'extrême. Je vais partager l'article et je vous expliquerai l'article après avoir parlé un peu de lui. Il est devenu avocat. Il a beaucoup milité pour le mouvement des droits de l'homme. Il n'a pas cessé d'intenter des procès à ceux qui, selon lui, pratiquaient la discrimination à l'égard des hommes. Par exemple, les clubs où il faut payer pour entrer, mais qui avaient des soirées où l'entrée était gratuite pour les femmes. Et l'idée était que certains de ces clubs étaient le plus souvent fréquentés par des hommes. Si vous attiriez plus de femmes dans ces clubs, des hommes viendraient aussi. Ils organisaient des soirées où les femmes pouvaient entrer gratuitement. Souvent, ils offraient aussi à ces femmes des boissons alcoolisées à prix réduit, de sorte que les hommes affluaient en pensant trouver une femme, etc. Et il a intenté un procès à ces clubs parce qu'il considérait comme une discrimination le fait d'offrir l'entrée gratuite aux femmes et non aux hommes. C'est le genre de choses qu'il faisait constamment. Il a également intenté un procès à l'université de Columbia parce qu'elle offrait un programme d'études sur les femmes et le genre alors qu'il n'y avait pas de programme d'études sur les hommes. Il a dit que c'était de la discrimination sexuelle masculine. Il a fait ça souvent. Mais je ne lirai pas les citations par manque de temps. De plus, en tant qu'athée, il répète sans cesse le concept selon lequel le féminisme est une religion. Il dit que c'est un système de croyance qui prône un accident de la nature. Le fait de naître fille rend les femmes supérieures aux hommes dans tous les domaines. Et lorsqu'il a intenté le procès à l'université de Columbia, il a affirmé qu'ils avaient violé non seulement le 14e amendement, mais aussi le premier amendement, la séparation de l'Église et de l'État. Essentiellement, son argument était que les hommes étaient doublement blessés par leur absence du programme d'études des femmes, mais aussi par la propagation sans entrave du féminisme, la religion. Il a même contesté l'université Columbia en affirmant qu'elle n'avait pas séparé l'Église et l'État, car en soutenant le féminisme, elle soutenait une religion.
I just want to read a couple of short Je veux juste lire quelques courtes citations de lui. He entered into a very short Il s'est engagé dans un mariage à très court terme qui s'est très mal terminé. and he suggested that he had Et il a laissé entendre que s'il l'avait frappé au début de la relation, les choses auraient pu mieux se passer. Il dit, pourquoi les hommes doivent-ils renoncer aux forces que l'évolution leur a données alors que les femmes utilisent impitoyablement toutes les armes de leur arsenal contre eux? Selon lui, dans sa pensée, les femmes ont développé au cours de l'évolution des forces et des faiblesses intrinsèques, des corps que les hommes trouvent attrayants, des techniques de manipulation. Les hommes ont développé des traits et des faiblesses intrinsèques, des forces physiques. Pourquoi les femmes peuvent-ils utiliser la manipulation et les hommes ne peuvent pas utiliser leurs forces physiques? En d'autres termes, les femmes peuvent manipuler. Pourquoi les hommes ne peuvent-ils pas blesser physiquement? Pourquoi les hommes ne peuvent-ils pas frapper? Pourquoi les hommes ne peuvent-ils pas réagir à l'agression physique? Ça s'est mal terminé, comme vous pouvez vous y attendre. Selon lui, le seul problème d'une vie vécue trop longtemps sous le joug des féminazis est qu'un homme se retrouve avec tellement d'ennemis qu'il ne peut même pas les escorter tous. Quand il a été diagnostiqué d'un cancer en phase terminale, il a pris une arme, il s'est rendu au domicile d'une femme juge et lorsque la porte s'est ouverte, il s'est déchaîné, tuant son fils et abattant son mari, bien que son mari ait survécu. Il a fui avant de la trouver. Peu de temps avant, il a également abattu un autre avocat des droits de l'homme, qu'il est considéré comme un de ses rivaux. Il s'est ensuite suicidé avec la même arme. Il ne pouvait pas simplement mourir d'un cancer ou d'autre chose. Il était déterminé à riposter. Alors pourquoi les hommes doivent-ils renoncer à la forme physique que l'évolution intrinsèquement par la biologie leur a donnée, alors que les femmes peuvent utiliser impitoyablement la force intrinsèque que l'évolution leur a donnée? Alors l'article que je voulais partager est paru dans The Atlantic peu de temps après sa mort et a vraiment mis en évidence la désinvolture avec laquelle les médias l'ont traité, le danger qu'il représentait. Il a tiré sur la maison de cette femme, tué son fils au milieu de 2020. Je me souviens de cette affaire dans les informations. Je ne suis pas sûre que vous vous en souvenez aussi, mais les médias étaient depuis des années au courant de son existence et c'était comme si c'était juste une blague. Et l'article de The Atlantic les prend à partie sur ce point. Sur les questions raciales, quelqu'un d'aussi dangereux n'aurait pas été traité comme une blague comme l'a été cet homme. Il n'a pas très bien caché sa haine. Il suffit de lire toute la fin de cet article qu'il a présenté dans le Daily Show, dans The Colbert Report par Colbert. Donc Roy Dan Hollander sur son site personnel a mis un lien vers son interview par The Colbert Report. Et à côté du lien, Dan Hollander a inclut une note. Si vous pouvez les faire rire de vous, ils ne s'attendront pas à quelque chose de sérieux. Il savait à quel point il était dangereux. Il savait que les médias, The Colbert Report, The Daily Show, MSNBC, CNN, Fox, qu'aucun d'entre eux ne le prenait vraiment au sérieux parce qu'ils le trouvaient drôle. Ils ne l'aimaient pas, mais ils le trouvaient drôle. Ils n'ont pas su voir la gravité du problème. Il est un exemple d'extrême, mais je suis allée vers lui pour autres raisons. D'abord, l'échec des médias pendant des décennies, à voir le danger de cette trinité, mais surtout du nouvel athéisme et du mouvement des droits de l'homme. Deuxièmement, pour montrer une preuve que quelqu'un faisant référence au féminisme comme étant une religion. Et enfin, de faire allusion aux raisons pour lesquelles il le voit, le féminisme, comme une religion. Et encore une fois, cette croyance darwiniste athée des forces et faiblesses intrinsèques et la façon dont ces concepts genrés soutiennent les mouvements des droits de l'homme, soutiennent leur misogynie. Le lien entre la misogynie et le nouvel athéisme. J'espère que nous pouvons le voir maintenant.
Nous retournerons dans cette discussion la semaine prochaine pour aborder le lien avec la loi du dimanche. Si vous avez des pensées, des questions au cours de la semaine, s'il vous plaît, j'aimerais les entendre. Nous finirons par la prière maintenant. Si vous vous agenouillez avec moi. Dear Lord, Cher Seigneur, the Sunday law, as we alors walk que nous through approchons such de a la loi du time, dimanche, alors que nous traversons une période si dangereuse dans l'histoire de la terre, merci d'être notre enseignant et que tu ne nous laisses pas aveugles. we see that the Christianity, the Nous voyons que le religion christianisme, that you have la tried religion que tu as préservée pendant 6000 ans, comment tu as dirigé ton peuple n'est pas la cause du problème, et même si elle est devenue l'incarnation de certains d'entre eux, mais nous voyons aussi que tu es le seul à offrir une solution. Nous prions que nous comprenions la solution, que nous l'adoptions, que nous fassions partie de la solution. Je prie, Seigneur, pour que nous voyons dans notre propre pensée non seulement l'impact de ce qui est venu à travers l'adventisme et le protestantisme, mais tout autant poussé et soutenu par le darwinisme, où nous avons nos propres croyances darwinistes sociales, de force et de faiblesse intrinsèques qui justifient l'opposition et l'inégalité. Puissions-nous voir ces justifications, puissions-nous voir ces idées de force et de faiblesse pour ce qu'elles sont, puissions-nous voir les justifications et les excuses pour les abus, et puissions-nous être disposés à recabler nos cerveaux. C'est difficile, Seigneur, de recabler nos cerveaux. Il faut des millénaires Il y a des millénaires de câblage. Mais nous sommes tous capables de faire ce travail. Que tu puisses nous aider à recabler nos cerveaux. Je prie pour que tu sois avec nous pendant les heures du sabbat, alors que nous réfléchissons plus profondément à ces choses. Continue à nous diriger, à nous guider. Nous savons que tu le feras. Peut-être qu'au lieu de cela, Seigneur, que nous puissions tous te suivre comme tu nous guides. Qu'aucun d'entre nous ne s'écarte du chemin et de la lumière du cri de minuit. Je prie ces choses dans le nom de Jésus. Amen.